TVR Cerbera. Speed 6. Dans l'ombre humide du littoral de Blackpool, au Royaume-Uni, une aberration voyait le jour. Pas une voiture, mais un défi à l'instinct de survie lui-même. La TVR Cerbera Speed 6, lancée à la fin des années 90, était une création qui défiait le concept même de sécurité. Un coupé musclé, agressif, propulsé par un moteur artisanal aussi violent qu'imprévisible. Pas de contrôle de traction, pas de frein ABS, pas de réseau de protection numérique. C'était la voiture la plus proche de la mort que l'on pouvait acheter avec une apparence luxueuse. Le nom, Cerbera, faisait directement référence au chien infernal à 3 têtes de la mythologie grecque. Cerbère, gardien des enfers. Un nom approprié pour une voiture qui agissait comme un piège prêt à punir la moindre erreur. Le moteur 6 cylindres en ligne, d'une cylindrée de 4 litres, développait plus de 350 chevaux-vapeur et délivrait un couple supérieur à 450 Nm. Un monstre sous forme de voiture, qui crachait sa puissance par les roues arrière avec une sauvagerie toute britannique. La structure légère et le châssis tubulaire permettaient à la Cerbera de peser moins de 1150 kg. Cela signifiait une accélération de 0 à 100 km à l'heure en moins de 4 secondes. La vitesse maximale dépassait les 290 km à l'heure. Mais aucun de ces chiffres n'avait d'importance pour ceux qui ne parvenaient pas à garder la voiture sur la route. La Cerbera était cruelle. Sa direction directe exigeait des réflexes quasi surhumains. Sa suspension dure punissait le corps. Et l'absence de tout système de correction rendait chaque virage risqué, ou fatal. La philosophie de la marque était claire. Ceux qui achètent une vraie voiture veulent un contrôle absolu. Peter Wheeler, l'homme derrière TVR, refusait toute aide électronique. Pour lui, la conduite devait être une expérience pure, ce qui, dans la pratique, signifiait mortel. Les forums et les archives de la police britannique regorgent d'histoires de conducteurs qui ont perdu le contrôle sur des tronçons simples, par temps pluvieux, sur des routes légèrement mouillées. Sans avertissement, la voiture se transformait en un projectile incontrôlable. La beauté du Cerbera était trompeuse. Il ressemblait à une voiture de luxe, mais c'était un cheval indomptable qui n'acceptait aucune bride. Il est devenu un symbole culte, adoré par les puristes, redouté par les conducteurs ordinaires. Dans les films indépendants, les jeux de simulation et les clips vidéo underground, il apparaît toujours comme la voiture de l'irresponsable, du fugitif, du suicidaire élégant. Une machine sans filtre, sans pitié. Pour toutes ces raisons, la TVR Cerbera Speed 6 ouvre notre compte à rebours. Non pas comme un véhicule de série ordinaire, mais comme un rappel brutal que la puissance sans contrôle n'est pas synonyme de gloire, mais de désastre. Un artefact dangereux, déguisé en objet de désir. Dodge Viper RT10. À l'aube des années 90, alors que l'industrie automobile mondiale s'orientait vers la numérisation et le confort électronique, une créature primitive s'échappait des chaînes de montage de Chrysler. La Dodge Viper RT10 n'était pas seulement une voiture, c'était un cri de guerre contre la sécurité. Une décapotable musclée, sans contrôle de traction, sans ABS, sans airbag. Un véhicule qui crachait du feu, de la sueur et du couple, et qui transformait chaque virage en une condamnation à mort pour les imprudents. Le moteur était un V10 de 8 litres, à l'origine basé sur des blocs de camions Dodge, mis au point par Lamborghini pour s'adapter à un châssis en fibre. Le résultat ? Plus de 400 chevaux-vapeur et 660 Nm de couple déversés brutalement sur les roues arrière. Il n'y avait pas d'intermédiaire, pas de filtre. Le pied droit contrôlait la raison, ou sa perte. Avec un poids inférieur à 1600 kg, la Viper passait de 0 à 100 km à l'heure en moins de 4 secondes. Mais la véritable menace ne se trouvait pas dans les lignes droites, mais dans les virages. La répartition du poids, l'absence de contrôle de stabilité et la suspension arrière rude rendaient la voiture nerveuse, traîtresse. Il suffisait d'une erreur d'entrée ou d'une accélération intempestive pour que l'arrière se déchaîne comme un fouet incontrôlable. Son look était celui d'un pur prédateur, large, agressif, avec des phares étroits et un capot interminable qui semblait prêt à avaler le monde. L'absence de toit fixe et de vitres latérales sur les premières déclinaires versions
renforçait le sentiment d'exposition totale. C'était une voiture qui exigeait le respect, et qui punissait ceux qui confondaient audace et courage. Malgré ses défauts de sécurité, la Viper est devenue une icône instantanée. Star des jeux vidéo, des films d'action et des magazines spécialisés, la voiture incarnait l'esprit américain le plus primitif. Puissance, présence et absence totale de peur. Mais dans les coulisses, les statistiques d'accidents augmentaient. Beaucoup de ceux qui se sont laissés séduire par le rugissement du V10 ont découvert trop tard que la Viper n'était pas un jouet, mais un test ultime. Aujourd'hui, la RT10 reste un symbole de la décennie où la brutalité mécanique était encore permise. Un monument à la conduite pure et au danger pur. Porsche 930 Turbo. Au milieu des années 70, Porsche a lancé ce qui ressemblait à une arme déguisée en voiture. La Porsche 930 Turbo, connue par beaucoup comme la première 911 suralimentée, est arrivée sur le marché en 1975, avec la promesse d'une vitesse inégalée et une réputation de danger qui allait la rendre légendaire. La marque allemande avait créé une voiture au comportement dynamique, si imprévisible qu'un seul virage mal calculé suffisait à transformer l'expérience de conduite en roulette russe. Sous le capot arrière se trouvait un moteur 6 cylindres à plat de 3,3 litres avec un turbocompresseur qui injectait de la fureur dans l'essieu arrière. Le problème ? Un violent turbolag. La voiture semblait endormie jusqu'à environ 3300 tours par minute. Puis, sans transition, la turbine explosait, libérant plus de 300 chevaux de manière abrupte et imprévisible. Le couple était déversé par rafale, créant un comportement presque binaire, lent ou mortel. Avec sa traction arrière et sa répartition de poids déséquilibrée, la 930 Turbo était instable. L'arrière, chargé, agissait comme un levier. Tout relâchement soudain de l'accélérateur dans les virages faisait passer l'essieu arrière devant l'essieu avant, provoquant des dérapages incontrôlables, même pour les conducteurs expérimentés. La vitesse maximale dépassait les 255 km/h, mais c'était dans les virages de montagne, les ronds-points mal évalués et sur les routes mouillées que le véritable danger se révélait. Le surnom de Veuve Noire n'est pas apparu par hasard. Plusieurs accidents mortels se sont produits dans des conditions normales, avec des conducteurs qui ont sous-estimé la brutalité cachée sous cette silhouette séduisante. Les arcs élargis, l'énorme spoiler arrière, la fameuse queue de baleine et les jantes larges donnaient à la voiture un aspect inoffensif et élégant. Mais l'ingénierie interne était un couteau sans manche. Elle coupait de tous les côtés. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, la 930 Turbo est devenue une icône. Dans les jeux, les films, les posters des chambres d'adolescents de l'époque, elle était toujours la voiture des hors-la-loi, des solitaires, des intrépides. Aujourd'hui, c'est une pièce de collection très précieuse, mais elle n'a jamais été apprivoisée. Son héritage reste un rappel que le design peut tromper, mais que la physique ne pardonne pas. Yugo GV. Dans les années 80, alors que le monde capitaliste s'ouvrait à de nouveaux marchés et à des produits exotiques, une petite voiture originaire de Yougoslavie traversait l'Atlantique à la conquête du rêve américain. Elle s'appelait Yugo GV et promettait la mobilité à un prix symbolique. Elle était compacte, bon marché et vendue comme une option pratique pour les jeunes, les familles à faible revenu et ceux qui recherchaient la simplicité. Mais ce qui est arrivé sur les routes était une tragédie ambulante. Un véhicule dont l'existence remettait en question la définition même de la sécurité automobile. La Yugo GV était basée sur la Fiat 127, mais produite avec des matériaux de qualité inférieure, un assemblage bâclé et un contrôle qualité inexistant. Le moteur, un 4 cylindres de seulement 48 chevaux, avait du mal à propulser la carrosserie légère. Il lui fallait plus de 14 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, rendant les dépassements et les changements de voie sur autoroute dangereux par nature. Mais le véritable cauchemar résidait dans sa construction. Des tôles fines, sans renfort, sans barre de protection latérale. En cas de collision frontale, la zone d'impact cédait presque instantanément, projetant le volant contre la poitrine du conducteur avec une force mortelle. Les crash tests effectués en Europe et aux États-Unis
ont cruellement mis en évidence la fragilité de la Yugo. La structure se pliait comme du papier. L'habitacle se désintégrait. Et, dans plusieurs cas, des morceaux du tableau de bord se brisaient en fragments coupants, transformant l'intérieur même de la voiture en un ensemble de lames improvisées. Dans certains cas, le dossier du siège s'est brisé, projetant le conducteur contre le toit, et ce, à des vitesses modérées. En pratique, la Yugo était dangereuse, même à vitesse urbaine. La suspension mal conçue faisait osciller dangereusement la voiture dans les virages, et les petites roues, équipées de freins sous-dimensionnés, ne parvenaient même pas à maintenir la stabilité sur les chaussées irrégulières. Les jours de vent fort, elle déviait de sa trajectoire. Dans les côtes, elle perdait de la puissance. Et au feu rouge, elle calait sans prévenir. L'entretien était un cauchemar, car la qualité des pièces de rechange reflétait le même niveau que celui de la voiture d'origine. Instable, douteuse et potentiellement dangereuse. Malgré tout, pendant un certain temps, la Yugo a connu son heure de gloire. Elle s'est vendue à des milliers d'exemplaires, est apparue dans des émissions de télévision et a même été traitée avec une dose d'humour cynique par la culture populaire. Mais sa chute a été rapide et définitive. Elle est devenue le symbole de l'incompétence industrielle, utilisée comme une blague, un exemple académique et, surtout, un avertissement. Aujourd'hui, la Yugo GV est donc considérée comme l'exemple parfait de ce qui se passe lorsque le coût prime sur tous les autres critères. Une voiture qui n'aurait jamais dû exister, et qui, dans de nombreux cas, a coûté des vies au nom de l'économie. BMW 600 Isetta. Dans l'Europe d'après-guerre, la mobilité était un rêve modeste. La reconstruction des villes, des routes et des vies exigeait des solutions simples. Et BMW, qui tentait de survivre dans une économie en ruine, a misé sur une idée inhabituelle. Une micro-voiture pouvant accueillir 4 personnes. La BMW 600 était née, une extension de la légendaire Isetta, désormais dotée d'une banquette arrière improvisée. Mais ce qui semblait être une réponse pratique au transport accessible s'est rapidement révélé être un piège mortel sur roue. La BMW 600 conservait le concept le plus risqué de l'Isetta original. Une seule porte à l'avant, articulée comme celle d'un réfrigérateur. Ce design excentrique semblait sympathique sur le papier, mais transformait la voiture en sarcophage en cas de collision. En cas de choc frontal, il n'y avait aucune zone de déformation. La porte elle-même, seule issue du véhicule, se poussait contre les occupants. Résultat, des jambes écrasées, des torses compressés, des coups tordus. Et en cas de retournement, aucune issue n'était possible. Le moteur arrière, un monocylindre d'environ 20 chevaux, avait du mal à propulser les quelques 55 kg supplémentaires de la version allongée. Le centre de gravité élevé, associé à un empattement court, rendait la voiture instable, avec une tendance à se renverser sur le côté dans les virages serrés ou lors de changements de direction rapides. Sur les routes modernes, où des vitesses supérieures à 50 km/h étaient le courante, la 600e devenait un danger mobile. Trop lente pour suivre le trafic, trop légère pour résister aux vents latéraux, trop fragile pour résister à une collision. L'espace intérieur était minimal. Les passagers arrière voyageaient pratiquement sur l'essieu, sans aucune protection. Le tableau de bord était métallique et les ceintures de sécurité inexistantes. En cas d'accident, les blessures provenaient non seulement de la force de l'impact, mais aussi des éléments internes de la voiture, qui se brisaient ou se pliaient contre les corps. Il ne s'agissait pas seulement d'un véhicule dangereux, mais d'un produit conçu à une époque où la survie était secondaire par rapport à la nécessité de se déplacer. Malgré cela, la BMW 600 a trouvé sa place dans l'imaginaire européen. Elle était petite, pratique pour les villes densément peuplées et avait le charme nostalgique d'une époque plus innocente. Mais ce charme est trompeur. Ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une pièce de collection a déjà été responsable de morts silencieuses à des carrefours, dans des descentes et dans de petits accidents urbains. La BMW 600 est le rappel physique que toutes les solutions ingénieuses ne sont pas sûres et que parfois, le gain de place se paie en vies humaines. Suzuki Samurai. Au tournant des années 90, le monde automobile embrassait l'idée de véhicules compacts et aventureux. La mode des SUV urbains était naissante, et le Suzuki Samurai semblait être la réponse parfaite. Petit, léger, bon marché, et doté d'une véritable transmission intégrale. Mais derrière son image jeune et rebelle,
le samouraï cachait un défaut structurel qui allait le transformer en symbole du danger sous forme de mobilité. Une voiture avec une propension réelle et avérée au renversement, même lors de manœuvres simples. Avec moins de 1000 kg, un centre de gravité élevé et un empattement étroit, le Suzuki Samurai était le cauchemar de la stabilité. Dans les virages serrés, les déviations soudaines, ou même à la sortie des ronds-points, la voiture penchait dangereusement. Les tests effectués par des magazines indépendants en Europe et aux États-Unis ont confirmé le risque. Même à moins de 50 km/h, le Samurai pouvait se renverser latéralement avec une facilité effrayante. Le scandale a éclaté en 1988, lorsque le magazine Consumer Reports a révélé le comportement instable du modèle. Le verdict était sans appel. Le Samurai présentait un risque inacceptable de renversement. Suzuki a réagi en niant les résultats et en alléguant une manipulation des tests. Mais le mal était fait. Plusieurs pays ont ouvert des enquêtes, et les rapports d'accidents avec renversement ont commencé à s'accumuler, impliquant des conducteurs expérimentés et des trajets tout à fait courants. Le moteur de 63 chevaux n'était pas puissant, mais le Samurai n'avait pas besoin de vitesse pour être dangereux. Sa combinaison d'une extrême légèreté, d'une suspension rigide et d'un essieu arrière solide rendait la conduite nerveuse. Sur sol mouillé ou en pente, le véhicule perdait contact avec le sol d'un côté, soulevant une roue comme pour défier la gravité. Dans de nombreux cas, un coup de volant plus brusque suffisait pour provoquer un accident. Malgré tout, la Suzuki Samurai est donc devenue culte. Sur les pistes tout-terrain, elle était courageuse, agile et facile à réparer. Entre de bonnes mains, il était amusant. Mais entre de mauvaises mains, ou sur la mauvaise route, il était dangereux. Beaucoup de jeunes l'ont acheté, attirés par son look radical et son prix abordable, et ils l'ont payé cher. La liste des accidents mortels, dont beaucoup auraient pu être évités, fait désormais partie de son sombre héritage. Aujourd'hui, le Samurai était partagé entre l'amour des passionnés et la méfiance de l'histoire. Une voiture qui a laissé sa marque, mais aussi une cicatrice, et qui, plus qu'un Jeep, a été un avertissement. La stabilité n'est pas une option, elle est vitale. Pontiac Fiero. Au milieu des années 80, General Motors a décidé de prendre un risque. Elle a créé un coupé à moteur central, inspiré des supercars européennes, mais à un prix abordable et au look futuriste. La Pontiac Fiero était née, promesse d'une révolution automobile qui, dans ses premières années, s'est révélée être un véritable enfer sur roue. La Fiero n'était pas seulement une erreur d'ingénierie, c'était un piège enflammé, littéralement. Dans les versions lancées entre 1984 et 1986, la Fiero a souffert d'un problème qui allait la rendre tristement célèbre, des incendies spontanés. Le moteur 4 cylindres, d'environ 90 chevaux, était monté de manière compacte dans un compartiment arrière mal refroidi. Les joints d'étanchéité tombaient souvent en panne, laissant l'huile s'écouler directement sur les collecteurs d'échappement surchauffés. Il en résultait un incendie fulgurant, parfois alors que la voiture était encore en mouvement, parfois à l'arrêt à un feu rouge. On estime que plus de 400 unités ont été consumées par les flammes avant que General Motors ne lance un appel général pour le remplacement des composants. Le pire, c'est que la plupart des incendies ne se produisaient pas lors d'une conduite agressive. Il suffisait d'un trajet en ville, d'une petite fuite, inaperçue, et la Fiero s'enflammait. Mais le danger ne s'arrêtait pas aux flammes. La suspension avant était héritée de modèles GM plus anciens et moins chers, incompatibles avec le caractère sportif de la Fiero. Le comportement dynamique était imprécis et la réponse du châssis n'était pas à la hauteur des promesses du loup. Dans les virages, la voiture sous-virait brusquement. Et dans les situations d'urgence, elle exigeait des réflexes et une habileté que peu de conducteurs ordinaires possédaient. Même avec un moteur central, la voiture avait une répartition du poids déséquilibrée. L'intérieur, bien que futuriste pour l'époque, était fabriqué avec des matériaux fragiles. Les ceintures de sécurité tombaient souvent en panne et les sièges se brisaient lors d'accidents. Les versions V6 lancées par la suite, d'une puissance d'environ 130 chevaux, ont corrigé une partie des problèmes, mais le mal était fait. La Fiero a été abandonnée en 1988. Malgré quelques améliorations au fil des ans,
elle n'a jamais surmonté sa réputation de voiture, pouvant littéralement prendre feu à la moindre négligence. Aujourd'hui, c'est une pièce de collection, mais elle est également étudiée dans les cours d'ingénierie automobile comme un cas classique de conception précipitée, de marketing exagéré et de défausse mortelle. Une voiture qui promettait l'avenir et qui n'a laissé que des cendres. DeLorean DMC-12. S'il y a une voiture qui mélange à parts égales fiction, faillite et fiasco, c'est bien la DeLorean DMC-12. Rendue immortelle par le cinéma, cette coupée en acier inoxydable avec ses portes papillons est aujourd'hui une relique pop. Mais, loin des projecteurs d'Hollywood, ce qui se cache réellement sous cette carrosserie futuriste est l'un des projets automobiles les plus désastreux et les plus dangereux du XXe siècle. Lancée en 1981, la DeLorean est née du rêve de John Z. DeLorean, ancien cadre de General Motors. Installant son usine en Irlande du Nord, financée par des subventions publiques britanniques, il promettait de construire une supercar révolutionnaire. Le design était à la hauteur. Mais dès le démarrage, tout s'est effondré. Le moteur, un V6 PRV Peugeot Renault Volvo de 130 chevaux, était trop faible pour propulser une voiture lourde, avec une carrosserie en acier et une structure en composite. L'accélération de 0 à 100 km/h dépassait les 10 secondes, ce qui en faisait une tortue parmi les voitures d'un de sport. Mais le vrai risque n'était pas la lenteur, c'était la mauvaise construction. Les portes, aussi emblématiques que dangereuses, se bloquaient souvent. En cas de retournement, la seule issue devenait un piège. Le système électrique tombait souvent en panne, les interrupteurs grillaient. La suspension était mal réglée, ce qui provoquait un comportement erratique dans les virages. L'essieu avant sous-virait, l'essieu arrière perdait facilement de l'adhérence et la conduite, en général, inspirait plus la peur que le plaisir. Au cours des premières années, les rapports de panne sont devenus monnaie courante. Problèmes d'allumage, panne électrique totale, freins spongieux, condensation interne dans les tableaux de bord. Pire encore, le service après-vente était limité. De nombreux propriétaires se sont retrouvés avec des voitures inutilisables, sans pièces de rechange, sans assistance, sans solution. La DeLorean est rapidement passée du symbole du futur à un poids mort dans le garage. Le coup de grâce a été porté en 1982, lorsque John DeLorean lui-même a été arrêté dans une affaire de trafic de drogue, dans une tentative désespérée de maintenir l'entreprise à flot. Bien qu'il ait été innocenté par la suite, le mal était irréversible. DMC a fait faillite, la production a cessé et un peu plus de 9000 unités ont été fabriquées. Le cinéma a ressuscité la voiture. Dans Retour vers le futur, elle a acquis un statut d'icône. Mais sur la route, la DeLorean DMC-12 était une dangereuse déception. Lente, fragile, mal construite. Une capsule d'ambition sans base technique. Une voiture qui, sans un moteur de science-fiction, n'était même pas capable d'échapper à ses propres défauts. Chevrolet Corvair. En 1960, Chevrolet a présenté au monde la Corvair, un modèle qui visait à réinventer le concept de voiture compacte américaine. Avec son moteur arrière, son refroidissement par air et ses lignes élégantes, la Corvair est apparue comme une réponse à l'influence croissante des modèles européens, en particulier la Volkswagen coccinelle. Mais derrière l'innovation se cachait une décision fatale. Une suspension arrière instable qui allait faire de cette voiture l'un des cas les plus tristement célèbres de négligence corporative dans l'histoire de l'automobile. La version originale de la Corvair utilisait un essieu arrière de type swing axle qui permettait un débattement excessif de la suspension. Dans des conditions de conduite normales, ce système provoquait des changements radicaux de l'angle des roues arrière, créant un phénomène appelé survirage soudain, un survirage abrupt et traître. Dans les virages rapides, la voiture perdait soudainement son adhérence à l'arrière, tournait sur elle-même et sortait de la route. Tout cela avec un avertissement minimal, voire nul. Le moteur Boxer à 6 cylindres, monté à l'arrière, développait environ 80 à 90 chevaux et contribuait à la mauvaise répartition du poids. Le problème devenait encore plus dangereux si l'on considérait que de nombreux conducteurs ne suivaient pas les recommandations absurdes de calibrage des pneus. Des pressions différentes entre les essieux avant et arrière, exigeant une attention constante. Lorsque cette règle n'était pas respectée, ce qui était fréquent,
la Corvair devenait encore plus instable. Le point de rupture est survenu en 1965 avec la publication du livre Unsafe at Any Speed de Ralph Nader. L'ouvrage dénonçait directement General Motors pour avoir commercialisé une voiture qu'il savait dangereuse. Les répercussions ont été explosives. Audiences publiques, manifestations et changements structurels dans la manière dont les États-Unis et le monde ont commencé à traiter la sécurité automobile. Chevrolet a tenté de corriger son erreur. À partir de 1965, la Corvair a été équipée d'une suspension arrière indépendante moderne, similaire à celle de la Corvette. Mais le mal était déjà fait. La réputation était ruinée. Les ventes ont chuté et le modèle a été retiré de la production en 1969. Aujourd'hui, la Corvair est une relique controversée. Collectionnée par certains, redoutée par d'autres, elle a été le catalyseur qui a rendu obligatoire les normes de sécurité dans les grands constructeurs automobiles. Mais son héritage n'est pas celui de l'innovation, mais celui de la mise en garde. Un rappel brutal qu'une décision technique mal calculée, lorsqu'elle est délibérément ignorée, peut coûter des vies. Ford Pinto. Aucune voiture ne symbolise aussi cruellement la négligence calculée que la Ford Pinto. Créée au début des années 70 en réponse à l'avancée des petits utilitaires japonais, la Pinto a été développée à la hâte, en mettant l'accent sur les coûts et les délais. Et cette précipitation a coûté des vies, littéralement. Derrière son apparence compacte et son prix compétitif se cachait une erreur d'ingénierie aussi fatale que cynique. Un réservoir de carburant exposé et vulnérable qui transformait les collisions légères en explosions. La Pinto a été conçue avec le réservoir de carburant situé entre l'essieu arrière et le pare-choc. Lors de collisions arrière à des vitesses aussi faibles que 40 km/h, le réservoir pouvait être perforé par des vis saillantes ou pressé contre le différentiel, libérant ainsi de l'essence directement sur le système d'échappement ou des étincelles électriques. L'inflammation était instantanée, la voiture explosait, et les occupants, souvent retenus par leur ceinture de sécurité ou inconscients, brûlaient vifs. Mais le plus troublant n'était pas l'erreur en soi, mais la réponse de Ford. Des documents internes, révélés des années plus tard, ont montré que l'entreprise avait calculé le coût d'une éventuelle modification du projet. Un simple renfort de $11 par voiture aurait éliminé le risque. Mais les dirigeants ont conclu qu'il serait moins coûteux de payer les indemnités aux familles et des victimes que de modifier la production. C'était le capitalisme dans sa forme la plus froide et la plus mécanique. Des vies humaines converties en variables de tableur. Le scandale prit des proportions gigantesques. Des cas comme celui des 3 sœurs qui périrent carbonisées après une légère collision avec une Pinto garée sur le bas-côté devinrent le symbole de la tragédie. Dans les tribunaux, les jurés virent d'un des images, lurent des documents, entendirent d'un des ingénieurs et furent horrifiés. Pour la première fois, un constructeur était accusé non pas d'une erreur, mais d'homicide par omission délibérée. Même après des mises à jour techniques et des renforcements tardifs, le modèle n'a jamais regagné la confiance du public. La Pinto a été retirée de la production en 1980, mais il a fallu des décennies pour que la réputation de Ford se rétablisse. Et, à bien des égards, elle ne s'est jamais complètement remise. La Ford Pinto n'est pas seulement la voiture la plus dangereuse de l'histoire de l'automobile. Elle symbolise ce qui se passe lorsque le profit l'emporte sur l'éthique, lorsque le calendrier est plus important que la vie. Une voiture qui est entrée dans les livres non pas pour sa technologie, mais pour le feu qu'elle a provoqué, au sens propre comme au figuré.